Hamoudi Lagoun, bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, et je ne te connaissais pas il y a pas très longtemps, hein, j'ai bien envie de parcourir un tout petit peu ta bio en quelque sorte, hein. Euh, le fait que tu sois dans l'univers du cinéma et donc ça va être un moment qui va être pour moi riche au niveau technique, riche au niveau créatif, hein, qu'on fasse du cinéma ou bien qu'on regarde un film, hein. Il faudrait qu'on sorte et on sortira, je suis convaincu, de cet échange avec une envie urgente, celle de raconter autrement et surtout de continuer à faire exister l'image là où on voudrait la voir disparaître. Donc, écoute, moi, ce que je veux te poser déjà directement comme question, toi qui as eu un parcours cinématographique par tes études, etc., tu es passé de quelque chose, de la pellicule, c'est pour la nouvelle génération, ils savent même pas ce que c'est, je pense, à la post-production numérique de Paris à l'Algérie. Finalement, avec le recul, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que ces mots, ça paraît être un peu complexe, ce jargon technique, pellicule, post-production, numérique, etc. Et qu'est-ce qu'on a peut-être perdu dans cette transition technologique et géographique? C'est ma première question pour toi. Bienvenue. Merci, merci Slim pour cette invitation. Je suis ravi d'intervenir sur ton podcast que je trouve vraiment très intéressant. Et en fait, oui, c'est vrai que c'est un peu vaste, alors que tout le monde en consomme quasi quotidiennement, l'image et le cinéma aussi. Mais effectivement, tout est normé maintenant, tout est rentré dans des carcans un peu de standards et de plateformes et d'autres moyens techniques qui servent un peu à commercialiser l'image et notamment le cinéma. Donc, pour répondre à ta question, déjà, qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, dans un premier temps, un Algérien qui revient au pays, déjà. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance d'étudier le cinéma euh, dans, dans un, c'est-à-dire dans des écoles qui sont quand même plus ou moins très pointues là-dessus. Donc après ma sortie de l'ESRA, j'ai fait un petit parcours à l'Uy-Lumière pour notamment développer un peu mes qualités en 35 mm, parce que c'était le média à l'époque qui était utilisé pour enregistrer l'image. Et j'ai eu progressivement la chance de rentrer dans un autre laboratoire qui est le clip vidéo, donc qui m'a permis d'expérimenter plein de choses, parce que le clip vidéo, il y avait une certaine liberté, je dirais, technique, mais aussi et surtout une liberté économique. Parce qu'à l'époque où on parle des années 2000, la musique était encore commercialisée, il y avait une promotion liée à cette industrie du disque. Donc j'ai eu une partie de ma vie qui était liée à, cette, cet univers un peu du clip vidéo, de la commercialisation de la musique en France. Et je suis rentré pour des raisons familiales en 2005 pour vivre un petit peu avec mon père. Et je me suis dit, ce serait bien que je travaille un petit peu entre les deux pays. Et, euh, et finalement, j'ai eu du mal à trouver du travail en Algérie. Donc, j'ai dû créer ma boîte de production qui existe depuis 2006 grâce à l'ANSEJ. D'ailleurs, il y avait même, je crois que c'était l'ANEM, qui était, pas l'ANEM, je crois que le FCE avait un dispositif comme ça d'accompagnement, de parrainage, et dont je faisais partie. Et donc, ma boîte de production au départ permettait de faire des publicités parce que c'était le seul domaine qui était rémunérateur. Et petit à petit, on a viré vers la post-production. D'une part, parce que en fait, la discipline n'était pas dispensée ici. Post-production, film, hein, j'entends bien. Et donc, j'ai un peu viré vers la post-production pour me dire que ce serait intéressant de permettre à des films algériens de se finir entièrement, c'est-à-dire finir toute la partie post-production en Algérie, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, en termes de souveraineté, nous étions obligés de partir, que ce soit en France ou en Belgique, en Italie, pour le développement. Donc, ce média-là, au départ, qui était le 35 mm, qui a viré dans les années 2008
où le cinéma est passé carrément au tout numérique, c'est-à-dire même la projection se faisait en numérique. Alors, en fait, je dirais ce qu'on a gagné aussi, c'est de nous permettre d'aller vers cette autonomie et retrouver un petit peu notre souveraineté, pouvoir faire de la post-production 100% en Algérie. C'est fait aussi grâce à cette migration, en fait, le fait de passer du 35 D'accord. mm vers le numérique. Et ce qu'on a perdu sur un plan, je dirais, complètement organisationnel, c'est qu'à l'époque de la pellicule, il fallait prendre, c'était un média qui coûtait très très cher, qui ne permettait pas le réenregistrement. Une fois qu'on enregistre sur une pellicule, c'est fini. Elle est développée et elle est classée. Donc en fait, le fait de passer au numérique nous permettait une liberté d'un côté, mais un manque de rigueur de l'autre. Oui. Écoute, tu as employé un mot extrêmement intéressant pour moi, c'est le mot recherche de souveraineté et ton retour justement en Algérie. Mais euh, moi qui ai eu à entendre très souvent le mot post-production en étant consommateur en quelque sorte de, de films publicitaires pour mon entreprise et les marques de produits que je commercialisais. J'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi c'était pas possible de le faire en Algérie. Et j'ai découvert après que c'était vraiment le cœur invisible d'un film qu'on produit, hein, la post-production, mais qui ne semble pas réellement encore valoriser dans le cinéma algérien. Je parle globalement du cinéma, hein. Ça inclut évidemment les films publicitaires. Et finalement, est-ce qu'on peut maintenant faire un vrai cinéma sans une vraie post-production? Je dirais, localement, on a pu se débrouiller sans passer vraiment par une réelle post-production, Mais parce que effectivement, la qualité en pâtit, évidemment. complètement. Complètement, c'est-à-dire, en fait, vu que rien n'est normé, nous n'avons pas de salle de cinéma aux normes, nous n'avons pas de chaîne de télé qui diffuse aux normes. C'est Donc, quand vous important. faites une post-production qui est un peu, je dirais, qui manque un peu de rigueur, ça peut passer. Mais là, avec les nouveaux standards, donc l'Ultra HD, on est passé de différents standards, même en numérique. On est passé du SD numérique à la Full HD. Maintenant, on parle d'Ultra HD et la norme 4K. Bientôt, on va être, d'ailleurs, c'est bientôt, on y est déjà, les téléviseurs sont équipés de normes HDR, donc le High Dynamic Range, qui permet d'afficher des gammes de couleurs, mais aussi de contrastes qui sont très, très élevés, qu'on ne pouvait pas afficher. Donc, vous pouvez avoir un cinéma quasiment à la maison, mais la post-production devient essentielle, voire D'accord. rédhibitoire. Si vous ne passez pas par le vrai flux de post-production, vous ne pouvez Euh, pas diffuser. mais en fait, si tu devais le résumer pour ceux qui vont nous écouter en un mot ou en deux ou trois mots, hein, c'est quoi Mhm. exactement la post-production? Les trois phases par lesquelles passe le film, donc la pré-production, où il y a l'écriture et le montage financier et tout ça, la préparation. Après, on passe à la phase tournage, où c'est quasiment, on applique toute la préparation et on passe à l'enregistrement de l'image et du son. Une fois qu'on a fini le tournage, on va passer à l'étape post-production qui inclut le montage, l'étalonnage, donc l'embellissement des couleurs. Le son subit lui aussi un autre canal de post-production, c'est-à-dire il y a le montage son, il y a le bruitage, il y a le mixage. Et l'image après est compilée avec le son en fonction des médias de diffusion, que ce soit pour le cinéma, pour la télé, pour les plateformes. Et il y a différents en fait types de rendus ou de livraison, je dirais, qui vont permettre de respecter l'œuvre originale par rapport aux médias de diffusion. Parce que finalement, en fait, un film que l'on fait, un film qui soit publicitaire ou un grand film, on commence par fabriquer des morceaux.
morceaux d'image, des morceaux de son, etc. Et puis on assemble les morceaux d'un point de vue de la logique, évidemment, du scénario. Et ensuite, on améliore, et comme tu le dis, la qualité de l'image, on améliore les sons, on injecte d'autres sons, on apporte la musique aussi qui vient, Ouais, puisque tout ne... Donc c'est vraiment un puzzle qu'on assemble et la beauté du puzzle, finalement, dépend de la qualité de la post-production. C'est un peu... complètement, D'accord. complètement. J'ai essayé de Mm. résumer autant pour moi que pour ceux qui nous écoutent, parce qu'encore une fois, ils ne comprennent pas l'importance, je présume, hein, je suis désolé, de ce point qui est véritablement majeur. Euh, Effectivement, ouais. ouais. Si l'absence de grande industrie du cinéma en Algérie était finalement une chance, pas un malheur. Pourquoi? Parce que ça serait pour nous une réelle opportunité pour inventer un autre rapport à l'image, à la narration, au public, parce qu'on accuse un retard, c'est clair, ça transparaît dans tes propos, un retard technologique, peut-être un retard même au niveau de l'écriture des films, un retard qui est lié aussi à la censure, au fait qu'il y a un narratif de l'histoire coloniale et de la culture qui vient, ou même de la religion qui vient s'inviter dans tout ça. Finalement, penses-tu que le moment est venu justement de se dire, bon, ouais, il y a de la technologie, il y a des normes, etc., mais et nous, on en est, donc faire un espèce de bilan. Qu'en penses-tu? Bah, effectivement, le cinéma algérien navigue et essaye de se frayer un chemin à travers toutes ces choses-là que tu viens de citer, c'est-à-dire euh, la chape culturelle euh, qui crée une sorte d'autocensure parce elle n'est écrite nulle part. Les lois ne sont pas claires, même quand elles sont éditées. Euh, donc le cinéaste algérien va se poser plein de questions qu'il ne devrait pas d'ailleurs se poser quand on est dans sa processus créatif. Comme par exemple, Effectivement. par exemple, Par exemple, concernant ce que tu disais, concernant la mémoire, si je dois faire un film sur la Révolution, il est soumis à plein de critères préalables et aussi post-tournage, c'est-à-dire le, le, euh, l'État ou les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère des Moudjahidines, pour les citer, vont avoir un droit de regard. Pour dire non, d'accord. l'histoire n'est pas comme ça. On n'est pas vraiment libre dans la créativité concernant certains sujets, notamment les mœurs, la religion et les religions d'ailleurs. Les Il est dit dans la religions, oui, loi tout à fait. les religions. Ouais. Ouais. Donc c'est clair que effectivement ça rajoute à la difficulté technique, ça rend l'acte de création cinématographique très compliqué, complexe en Algérie. D'ailleurs, tu ne penses pas que ce serait à nous de faire un film sur Saint-Augustin? On devrait, oui, effectivement. Je crois qu'il y a eu une coproduction. Il y a eu une Euh, coproduction? J'en ai jamais entendu il y a eu une parler, co- mais... Ouais. il y a eu une coproduction, mais j'ai l'impression que le film était beaucoup plus italien qu'algérien. On n'a assuré que la partie, je dirais, production exécutive, quoi. D'accord, Parce que le d'accord, film, en partie, s'est tourné ici. Mais d'accord. effectivement, nous devons écrire notre histoire, Oh, il y a plein de la choses. contemporaine, même la contemporaine, parce qu'il faut penser aussi aux générations futures. Ouais, Ce qu'on est en train de tourner aujourd'hui, ça va être les archives de demain. Donc, il est ouais. important d'avoir, comme tu disais, un narratif qui soit libéré de toute contrainte et Hmm. qu'on puisse raconter un peu. Moi, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec Mirza Alouesh sur sept longs métrages. Ouais, Il a cette thématique, en fait, de capter chaque étape, depuis Omar Getleto, son premier film, et à chaque fois, il enregistre un peu l'Algérie du moment. Et je ouais. pense que quelques Euh, années, voire même, on aura de ce qu'était l'Algérie à différentes étapes de sa oh. vie, quoi. Ouais, il y aura peut-être qu'il aura l'idée de faire un patchwork ou de coller les morceaux de ça
montrer une continuité, comment ont évolué les choses dans la société algérienne à travers les témoignages qu'il a recueillis. Ça va être très intéressant. Alors, tu as C'est produit clair. tu as produit des clips, de la pub, de la fiction, mais si on te donnait carte blanche, zéro contrainte, quel film ferais-tu pour raconter l'Algérie d'aujourd'hui, hein, sans filtre et calcul? Moi, en fait, j'essaie de ne pas m'inscrire dans une démarche. Moi, je veux faire du cinéma et purement du cinéma. Je me dis que il y a une petite confusion d'ailleurs. En Algérie, les gens confondent entre faire du cinéma et raconter des histoires. Le cinéma est un art complet qui s'auto-suffit, qui regroupe un peu de différents arts, la musique, le théâtre et la peinture et plein d'autres arts qui sont compilés dans cet art qu'on appelle le cinéma. Mais il répond aussi à un langage, un code qui est appris un peu comme le solfège. Moi, je veux faire du cinéma pur, c'est-à-dire un cinéma avec son langage et sa dialectique, et peu importe le sujet. Bon, c'est vrai que en tant qu'Algérien, je vais peut-être être beaucoup plus sensible à des choses qui, par exemple, ma génération, on va plus parler de la décennie noire, parce que c'est une période qui nous a un peu marqué. Moi, je sais que j'ai quitté l'Algérie en 93, où j'organisais des spectacles avant, et j'ai vécu un petit peu cette étape, et je revenais régulièrement, et j'ai vécu le drame, certes ponctuellement, mais c'est une époque qui m'a marqué, quoi. Ouais. Je pourrais même dire qu'il me hante. Et c'est vrai que ça pourrait aussi donner, ça pourrait donner un film, d'ailleurs que j'essaye de développer. J'ai pas encore le scénario, mais j'essaye de développer parce que je trouve il y a un côté vraiment très très cinématographique qui pourrait. Ouais, de toute façon, quand on lit les romans qui ont été écrits par rapport à cette période, de Anwar Belmelek ou de Yasmina Khadra ou autres, hein, il y en a beaucoup, Oui, hein, il y en a vraiment beaucoup. Pour ne citer que ces deux-là, bien sûr. ça veut pas dire que je les ai lus en totalité, mais déjà, toutes leurs œuvres sont des œuvres, c'est vraiment des scénarios de films, hein. À quoi rêvent les loups, c'est un Bien scénario sûr. de film. L'attentat, c'est un scénario de film, etc., etc. Donc, oui, tu as raison, Complètement. mais j'écoutais un Américain qui est dans le domaine du cinéma, dont je n'ai même pas retenu le nom, hein, parce que c'est passé comme ça, mais ça m'a interpellé. Il dit une chose très intéressante, et peut-être que on va être concerné par sa remarque. Il dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, Hollywood a produit des films, beaucoup de films sur les gangsters, et il dit, tous les gangsters sont italiens. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi? Euh, Lui, il a posé la question, mais il a dit, il n'a pas apporté une réponse concrète, mais il a apporté une réponse très intéressante. Il a dit, ce qui est étonnant, c'est que toutes les communautés immigrées en Amérique du Nord sont venues avec leurs gangsters. Et les gangsters existaient dans toutes les communautés. Elles étaient toutes aussi puissantes les unes que les autres. Pourquoi ils ont Ouais. focalisé sur cela? Et il a ses raisons, c'est pas l'intérêt de notre échange. Ce qui est intéressant, c'est que nous, euh, beaucoup d'histoires à raconter, tant sur le passé que, comme tu dis, sur l'avenir. Donc, oui, il faut aller vite, mais comment on va pouvoir bousculer les choses pour que le cinéma éclose réellement en Algérie? Il y a, comme tu citais Merzakh Aloueche, pour ne citer que lui, il y en a certainement beaucoup d'autres qui sont là et qui sont prêts à faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour libérer en quelque sorte cette énergie qui est latente et qui est génératrice d'emplois, il ne faut pas l'oublier, qui est génératrice de savoir-faire, de savoir-faire-faire, de technologie, etc. Que faire? Le chantier est grand. Moi, j'ai assisté récemment aux assises du cinéma qui ont été organisées par la présidence de la République et le ministère de la Culture. J'ai l'impression, une vraie volonté cette fois-ci de relancer le cinéma. J'ai été questionné sur pas mal de sujets, de thèmes, et notamment la partie technique. Et je sens qu'il y a une volonté l'État a compris que le narratif
On devait sortir du carcan ce que certains appelleraient la rente mémorielle ou les films, les biopics qui n'ont rien d'épique et qu'il va falloir être beaucoup plus impactant, beaucoup plus pertinent et suivre un petit peu l'évolution parce que maintenant nos jeunes sont connectés, ils ont accès à tous les films, je veux dire, toute l'imagerie internationale. Donc il va falloir qu'on soit au niveau. J'ai l'impression qu'ils mènent cette réflexion. Moi, je pense qu'il faut libérer l'État en voulant aider à un peu asphyxier les arts. D'ailleurs, là, notamment, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de manifestations culturelles. En fait, il y en Pardon? a, il y en a, il y en a, mais comme tu dis, elles sont véritablement contrôlées. Elles sont dans un carcan, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a, bon, les jeunes qui vont assister à des concerts vont te dire il y a de l'énergie, etc. Il y a l'opéra, là où il y a de la musique classique en permanence, etc. Mais je comprends ce que tu dis et j'entends, hein, puisque c'est pas ça, c'est pas ça. On n'y est pas. C'est l'acte culturel doit émaner de l'artiste lui-même. Voilà. Or, maintenant, l'artiste, il est en attente de subvention. Je vais déposer un dossier, je vais attendre la manifestation culturelle de Constantine, de ceci, de cela. C'est vrai que cette politique était intéressante à un moment donné de la relance. À la sortie de la décennie noire, il fallait injecter un petit peu d'argent et une impulsion, ce qui a été donné par une équipe. Mais il ne fallait pas que cet assistanat perdure parce qu'il a provoqué l'effet inverse. Les gens maintenant ne font plus, ils attendent. D'ailleurs, la preuve maintenant, les cinéastes algériens, ils attendent le fonds de soutien qui est une aide octroyée par le ministère de la Culture sous dépôt de dossier. Comme il y a eu un changement de ministre, bon, ça prend un petit peu de temps pour qu'il y ait une passation entre les deux équipes. Et ben, les cinéastes sont dans l'attente. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas, Pour... il n'y a pas d'autres sources de financement finalement dans le pays que Non. celle. Donc là, on touche au point le plus important. Pourquoi il n'y a pas d'autres sources de financement? Les sources de financement peuvent venir de mécènes, d'entreprises sponsors, etc. Les entreprises où elles ne comprennent pas, où elles ne veulent pas, où elles ont peur, elles craignent que le sujet soit un sujet dérangeant, etc. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier leur absence, ou bien elles ne gèrent pas suffisamment de marge ou de revenus pour pouvoir soutenir des activités culturelles capitalistiques comme le cinéma. Parce qu'aujourd'hui, qui en Algérie pourrait faire une super production à la hollywoodienne 100% algérienne? Il y a, je ne pense pas qu'il y ait des producteurs dans l'environnement algérien qui soient capables d'accompagner une telle initiative. Non, je pense pas. Et je pense que effectivement, le modèle qui est en train de réussir à la télévision, parce qu'il y a des sponsors, parce qu'il y a de la publicité, et il y a un afflux d'argent qui est très, très, très important. Quand on compare au circuit de distribution qui est quasiment nul par rapport aux salles de cinéma, un film de cinéma, quand il sort, même s'il fait des festivals, il obtient des prix et des distinctions, ça ne veut pas dire que le côté commercial ou l'amortissement commercial est au rendez-vous. Ouais. Donc, la relance, bien sûr qu'elle est conditionnée par un circuit de distribution, donc beaucoup de salles de cinéma, mais cette relance, fabriquer plus de 500 salles, euh, ça prend du temps. Mais ouvrir les frontières pour accueillir des tournages étrangers, quand on voit qu'à côté, euh, Christopher Nolan va faire son Odyssée au Maroc, un film qui est gigantesque, alors que notre pays a beaucoup plus de décors naturels et de potentialité par Ouais. rapport à l'accueil des tournages. Ouvrir les frontières pour accueillir des tournages, ça prend pas de temps, ça Mm. coûte rien. Il suffit juste de volonté et quelques facilités, les visas. En termes d'infrastructure, je pense que ça s'est développé depuis. Nous avons dans chaque, je dirais, région où il y a des décors magnifiques, il y a toujours des hôtels. Les techniciens, quand je suis rentré en 2005, il y avait quasiment très très peu de techniciens. Maintenant, on en a qui sont formés. Mm. C'est pas tout à fait
c'est pas tout à fait satisfaisant, mais quand même, on peut accueillir des. Donc, cette volonté, il faut qu'elle se traduise très rapidement en action à court, moyen et à long terme. Former des réalisateurs, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Former un technicien, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a une école du cinéma, il y a une école du cinéma en Algérie? Je ne sais pas. En fait, il y a eu beaucoup de tentatives d'écoles de cinéma, Mais mais public, j'ai l'impression qu'il même y a public. public, Euh, public surtout, public surtout, mais le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est pour faire des études cinématographiques, il faut avoir un niveau intellectuel quand même assez c'est court. approprié, je Ouais. dirais. Euh, et voilà, et malheureusement, l'école algérienne n'a pas formé ces Hmm. gens-là. C'est-à-dire le Ouais. niveau est assez bas. Donc, former des simples techniciens, oui, il y a des centres de formation, d'ailleurs, qui réussissent à former de bons techniciens. Là, il y a une école, mais qui est confrontée aux mêmes problématiques, Hmm. c'est-à-dire les élèves qui sortent du lycée ou du bac n'ont pas un niveau intellectuel qui va leur permettre de faire de hautes études en cinématographie. Ouais. Et ça, c'est dû à notre système Ouais. éducatif. Ça, Ouais. c'est. Écoute, je vois ce qui se passe aussi en Tunisie. Ils ont des plateformes un peu l'équivalent du Netflix national, où il y a les productions cinématographiques tunisiennes. J'étais surpris du nombre de productions qu'il y a sur ces plateformes donc tunisiennes. Donc, c'est un pays qui souffre au niveau de la mise à disposition de ressources pour la culture, etc. Mais visiblement, il y a des voies qui leur permettent de réaliser leurs rêves. Deuxièmement, euh, ils ont des productions qui passent sur Netflix. Un grand pays comme l'Algérie n'a aucun film sur Netflix. À moins que je me trompe, corrige-moi, mais naïvement, j'ai regardé ni Netflix, ni Amazon Prime. C'est assez étonnant pour moi, hein, en tant que novice, quoi. Je pose des questions de quelqu'un qui connaît pas du tout le milieu. Encore une fois, je te dis peut-être que je me trompe, mais pourquoi on n'a pas ça? Bah, c'est la question qui m'a été posée par le ministre Ah ben, actuel je suis de pas la Culture. ministre. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis pas ministre. Dieu m'en C'est pour préserve. te- Et en fait, moi, j'ai répondu simplement. Je lui ai dit, vous encouragez les mauvais, vous financez les mauvais, vous n'encouragez pas les meilleurs. Bon, c'est C'est-à-dire un cette jugement de machine. valeur un peu dur. C'est un jugement de valeur un peu dur quand même. Non, 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 Ouais, malheureusement, c'est factuel. C'est factuel quand on voit nos d'accord. films. Et la preuve, tu en fais le constat. Le Ouais. constat, c'est que nous sommes sur aucune plateforme. Quelqu'un comme Merzak Alouache, qui a fêté ses 80 ans récemment, c'est celui qu'on subventionne le moins. Mais Ouais. lui a quand même cette aura internationale qui lui permet d'attirer des fonds étrangers comme le CNC. Le dernier film que nous avons fait ensemble, Première ligne, il a eu le soutien du CNC français, le soutien du ministère de la Culture algérien et une dotation du Red Sea, le festival d'Arabie Saoudite. Et donc, il a pu faire un montage filmé plus ou moins confortable pour faire son film. Mais l'Algérie finance beaucoup moins, va financer des biopics énormes de jeunes réalisateurs qui n'ont pas d'expérience. Sur quels critères, je ne pourrais pas répondre. Je Mais je ne sais pense pas qu'ils se jettent pourquoi. tous sur la rente mémorielle, à identifier un martyr ou autre et raconter sa vie. Et évidemment, Oui. l'État, dans sa logique, sera très sensible à ce genre de choses et Mm. sera beaucoup moins regardant sur la qualité produite et son impact sur la société. Donc, Oui. c'est vrai que je pense que c'est vraiment un peu dur. Mais comme on arrive Mais au... c'est ça, Oui, ça, vas-y, c'est vas-y. vraiment culturel chez nous. Oui. C'est-à-dire, quand on parle d'incompétence, j'ai l'impression qu'en Algérie, le mot incompétence, c'est un gros mot. C'est un gros mot, Alors c'est que un moi, je mot. le considère, c'est un gros mot. Pour moi, c'est pas un gros mot. Moi, par exemple, il m'arrive souvent sur certains sujets d'atteindre mon niveau d'incompétence. Donc, ce que je fais, soit je vais faire des recherches, ou bien je fais appel à un copain qui est de ce domaine d'activité Ouais. pour qu'il me donne son expertise ou sa compétence dans le domaine. Il faut qu'on arrive, j'ai l'impression, dans tous les domaines, il faut qu'on arrive à déterminer où se place notre compétence et où elle s'arrête et
où commence notre incompétence. Ouais. Et j'ai Ouais, l'impression que ce... Hmm. c'est bien ce que tu dis parce qu'il faut ajouter le deuxième élément. Il ne faut pas condamner l'échec parce que Non. probablement qu'une personne qui échoue dans notre société aujourd'hui n'a plus de chance. Juste après, c'est Ouais. terminé. Les portes sont fermées ad vitam aeternam. Je pense que ce sont deux biais qu'il faut corriger, mais c'est trop long, ça va prendre énormément de temps et je pense qu'il faut ouvrir, disons, des canaux pour le secteur privé algérien afin qu'il apporte sa contribution au développement du cinéma. C'est une évidence. Alors, comme on arrive au terme de notre échange, je voudrais te poser la question créativité sympathique. Concernant la production d'un film qui raconte l'Algérie d'aujourd'hui, évidemment sans tomber dans les fameux clichés habituels, ni les formats attendus des festivals, comment tu verrais le ton, le style, l'angle radical ou l'angle radical que tu choisirais? Je sais que tu es en train de penser à un sujet pareil, mais juste pour nous dîner, c'est pas une bande dessinée de toutes les façons, non? Hein? Moi, en fait, j'avais proposé une fois à plein d'amis comme ça, producteurs, je leur ai dit, moi, si je dois faire une série télé ou un film, une fiction, Ouais, je choisirais de la mettre, tu sais, avant l'arrivée du prophète, par exemple, ou avant l'arrivée des religions, pour se ouais, dire que à l'époque, ils faisaient tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucun interdit, il n'y avait aucune brimade, aucune règle, et un peu comme les Monty Python, c'est-à-dire, quoi que les Monty Python, ils ont un peu exploré ce thème-là, c'est-à-dire les religions et tout ça. Moi, je ferais vraiment un moment, à une époque où il n'y avait pas tous ces interdits pour être libre. d'accord. Mais sur le plan purement scénaristique, moi j'aime bien la période, ce que tu disais tout à l'heure, à juste titre par rapport à la littérature qui a été produite sur la décennie noire. Moi je trouve qu'il y a des thèses un peu complotistes qui seraient fabuleuses à explorer sur un plan scénaristique, hein. Moi Ouais, je ouais. parle juste en termes scénaristiques, pas sur le plan historique, parce que bon, je n'ai pas du tout de connaissances historiques si ce n'est les connaissances communes de ce qu'on a ou ce que j'ai vécu. Mais je trouve qu'il y a une manne scénaristique énorme. D'accord. Écoute, ben, je pense que on a fait en quelque sorte le tour de la question pour un naïf comme moi et pour un expert comme toi. Je sais que tu as beaucoup à dire. On pourrait rester 3 heures à parler du cinéma et tellement de choses. Euh, Moi, il y a deux films que j'ai vus qui m'ont marqué. Ça va te faire rire. Le premier, ça a été L'Orané. C'est pas le premier que j'ai vu, mais le premier que j'ai vu, c'était L'honneur de la tribu que j'ai vu, qui est sorti en 1900, je pense 93, quelque chose comme ça, qui est inspiré du livre. Tu m'entends? Pardon? Allô? Allô? Je t'ai perdu là. Allô, allô? Tu m'entends? Pop, 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 pop. Qu'est-ce qui se passe? Allô, tu as eu une rupture. D'ailleurs, ta caméra s'est à tourner. Redresse la caméra. Non, tu as tourné complètement l'image. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est coupé. Donc, pour reprendre, je te disais, il y a deux films qui m'ont beaucoup marqué. C'est L'honneur de la tribu et L'Orané. L'honneur de la tribu, j'ai trouvé qu'il apportait beaucoup de compréhension à notre environnement social, hein. Tu as dû le voir, évidemment, ce film qui est exceptionnel. Euh, et idem pour Lorané, j'ai trouvé que c'était extrêmement original comme angle de vue. Euh, je t'entends pas du tout. Ton son est coupé. Voilà, merci. Ah, pardon, Ouais, pardon. En fait, Lorané explore un peu cette thèse complotiste que j'aime bien, moi, dans un scénario. C'est-à-dire, à un ouais, moment donné, c'est vrai que les parts d'ombre font que on a envie de voir, de- d'explorer cette partie-là qui est un peu sombre. ouais. Et donc,
qui rend la chose très attrayante, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, genre, pour revenir à l'honneur de la tribu, j'ai beaucoup aimé ce côté, comment ils ont montré en quelque sorte les quelques pied, on va dire, le lendemain de l'indépendance. Bon, c'est un film extrêmement fort, extrêmement dur, mais qui aurait Ouais, permis à la société de se remettre en question très très rapidement. Bon, c'est vrai qu'il est sorti en 1993, ça remontait loin après l'indépendance, c'est 30 ans après, mais oui, malgré tout, je pense qu'il apporte beaucoup et le fait de le voir et de le revoir, ça nous aide à mieux comprendre ce qui s'est passé, ça nous aide à mieux c'est pas de la tolérance, c'est-à-dire à affiner la stratégie pour apporter un changement dans la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est pétrie de religiosité et de conservatisme, et de plus en plus d'ailleurs, hein. oui. Ça, c'est la partie la plus difficile et le challenge le plus dur pour le cinéma auquel tu es confronté. Alors, un dernier mot, peut-être, Hamoudi, je te laisse la parole, une petite minute. Ben, merci pour cette initiative parce que c'est vrai qu'on a besoin de, en fait, de communiquer autour de ça. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment mis en avant. Et même si les films voyagent et les films sont vus ailleurs, on aimerait que l'Algérie s'intéresse un peu plus à ses enfants, et notamment ceux qui racontent l'histoire. Moi, j'ai beaucoup voyagé grâce aux films, que ce soit au Festival de Cannes, à Toronto. Là, récemment, c'était à Jeddah, au Red Sea. Les gens sont très, très réceptifs quand ils voient des films sur l'Algérie. Et c'est clair que avant, on adaptait des livres, de la littérature pour en faire des films. Maintenant, les gens lisent de moins en moins, mais les films deviennent la littérature de demain. Donc, Hmm. va falloir s'évertuer à faire de beaux films. Et c'est un média qui va, je pense, qui se développe de plus en plus et qui va permettre de façonner, qui a permis et qui permettra toujours de façonner les esprits. Merci beaucoup, Hamoudi, et je te dis à bientôt et au plaisir de te Merci. voir.